Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre intérêt à l'égard de nos productions. Au cours de notre émission de ce jour, nous recevons le professeur Marcel Boldebal, sociologue, psychosociologue, qui nous parle d'un sujet intéressant, captivant, la franc-maçonnerie. Marcel Boldebal, vous êtes un ami de la pensée des hommes, vous venez souvent à nos émissions, et vous voyez, j'ai 5 ouvrages en face de moi, dans les mains, 5 ouvrages qui concernent la franc-maçonnerie, le vécu maçonnique, l'initiation maçonnique. Pour vous donner la réplique, j'ai invité aujourd'hui Madame Françoise Daucourt, vous êtes ingénieure et franc-maçon, vous connaissez bien la question et je suppose que vous allez mettre quelques pots de banane sous les pieds de notre ami Marcel Boldebal. Vous allez essayer. Avec plaisir. Marcel Boldebal, la franc-maçonnerie est annoncée, est dite une société secrète. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, nous allons consacrer quelques dizaines de minutes à en parler. Alors, est-ce vraiment une société secrète? Et entre nous, nous sommes des amis. Dites-nous un peu ce que c'est que ce fameux secret maçonnique. Mais, cher ami, c'est avec plaisir, évidemment, que je me retrouve ici et que nous avons intitulé cette rencontre d'aujourd'hui Faux et vrai secret de la franc-maçonnerie. Parce que le secret de la franc-maçonnerie est à la fois pour les francs-maçons, pour la franc-maçonnerie, une force et une faiblesse. Une force par tout ce qui est mystérieux et secret est attirant. Et une force pour les autres peut-être, pour ceux qui n'en sont pas. Ils sont aussi, alors une faiblesse, c'était l'autre dimension, une faiblesse dans la mesure où, pour ceux qui n'en sont pas, qui sont profanes, peut-être ont-ils tenté de savoir ce qu'est ce secret, mais beaucoup, par contre, en profitent pour démolir, dénoncer la maçonnerie. Et donc je pensais, en préparant cette rencontre, qu'il y avait, je pense, en maçonnerie, ce que je dirais de part des faux secrets et des vrais secrets. Je m'explique brièvement. Le faux secret, c'est un peu celui qui m'a fait entrer voici 50 ans, puisqu'on vient de Mais on fait un jubilé, vos 50 ans d'entrée en maçonnerie. Bah oui, la barbe est devenue blanche. On ne dira pas que 50 ans de bouquin sur la maçonnerie, mais presque aussi. Il y en a 5. Mais il y a 50 ans, je suis entré par les circonstances que je raconte, mais qu'on n'a pas intérêt à développer ici, mais en partie par une fascination pour ce que j'entendais dire être le secret de la maçonnerie. Ça me fascinait, j'avais envie de savoir ce qui se cachait derrière les documents mystérieux que j'avais trouvés dans le bureau de mon grand-père, qui était franc-maçon Auguste de Bâle. Et j'étais fasciné par cela. Mais je dis qu'avec 50 ans d'expérience, je sais que ce secret-là, celui qu'on dit parfois des Illuminati, des pouvoirs occultes qui gèrent le monde au nom des francs-maçons ou pour les francs-maçons, ce secret-là, c'est un faux secret pour moi. François Daucourt, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là, les Illuminati, un secret qui cache des machinations Il n'y a certainement pas de secret qui cache quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de secret. Point. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a dit souvent au XVIIIe siècle. Le secret, le vrai secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mais il n'y a pas de secret en ce sens qu'il y a énormément de livres. Il y a, puisque c'est l'époque qui le veut, vous interrogez tout ce que vous voulez par Google sur Internet et vous trouvez énormément de choses. Oui, on trouve beaucoup de choses, mais on ne trouve pas tout. Alors on trouve beaucoup de choses, on trouve la description des rituels, la définition des objectifs de la maçonnerie. On ne trouve pas les noms des francs-maçons ou tous les noms des francs-maçons. Non, mais c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment le secret de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont, on l'a déjà dit, discrets. C'est-à-dire que les francs-maçons, dans nos contrées en tout cas, généralement ne vont pas clamer sur tous les toits qu'ils sont francs-maçons. Et pourquoi pas? Alors pourquoi pas? On peut voir plusieurs raisons. Il y a d'abord une question de prudence. Parce que comme il y a quand même une certaine réputation, pas toujours... un peu sulfureuse. Certains ne souhaitent pas que cette réputation
entachent leur activité professionnelle, par exemple, ou même familiale d'ailleurs. Hein, oui. Bien sûr. Donc voilà. Il y a une autre raison peut-être, c'est que je crois que ce qu'on fait en franc-maçonnerie, on y vient pour soi-même, pour se développer soi-même, et que ça ressort plutôt d'une activité très, 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 très personnelle qu'on ne tient pas nécessairement à publier, je dirais, ou à mettre sur la place publique. Donc ça relève, si l'on veut, de l'intimité, mais vous dites, et je vais interroger Marcel Boldebal sur cette question, pour se développer soi-même. Qu'est-ce que ça signifie, se développer soi-même, Marcel Boldebal? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais finir ce que j'avais commencé de dire, qui était qu'il y a de faux secrets. Je suis d'accord avec Françoise. Il y a des faux secrets qui sont tous ceux qui se trouvent, qui ne sont pas des vrais secrets puisqu'ils sont dans les bibliothèques, dans les librairies. Et il y a des vrais secrets, c'est la façon dont ces rites et ces symboles qui ne sont plus secrets sont vécus par les gens. Et c'est là qu'on rejoint et votre question et ce que disait Françoise. Les vrais secrets, c'est qu'est-ce que nous en faisons par le processus initiatique. Et le processus initiatique, dans une chose que j'ai déjà dit plus souvent ici, c'est un processus qui, par la maçonnerie, qui est un laboratoire de reliance, nous permet de travailler sur soi, la reliance à soi. D'ailleurs, un de vos livres s'intitule « Les 7 piliers de la reliance maçonnique ». Et ça, c'était un peu la synthèse des 4 autres. C'est un peu, on vient y chercher d'abord un travail sur son identité. Identité, reliance à soi. Identité philosophique. Identité psychologique. Et psychologique aussi. Deuxième dimension, ça c'est un peu l'apprenti, le premier grade de la maçonnerie. Deuxième grade, le compagnon. Se relier aux autres. C'est la fraternité. C'est des militaires ou quoi? C'est quoi? Vous parlez de grades. Se dit que des grades ou des degrés dans la progression du développement de soi. Se développer de soi dans son identité, se développer de soi avec les autres, c'est-à-dire avec ses frères et ses sœurs, parce que je suis très content d'avoir une sœur à côté de moi qui prouve bien qu'un faux secret, c'est de croire que la maçonnerie n'est que on va y venir dans un instant. Et la troisième chose, c'est de se relier au monde, c'est-à-dire comment pouvons-nous agir, nous en tant que francs-maçons, ayant travaillé sur notre personnalité, comment pouvons-nous agir pour que la société soit meilleure, ce que dans notre jargon nous appelons le progrès de l'humanité. J'aimerais dire comment pouvons-nous, non pas en tant que francs-maçons, mais comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, faire progresser la société vers un mieux-être. Donc ce n'est pas la franc-maçonnerie en tant que telle qui agit sur la société, ce sont les personnes qui y ont trouvé des forces, qui y ont puisé des sommes pour réaliser leurs efforts, qui individuellement agissent sur la société. Il n'y a donc pas d'action, parce que les gens le pensent souvent qu'il y a une action occulte des francs-maçons sur la société. Ce n'est pas le cas. C'est chaque individu ou individu franc-maçon, je viens tout de suite à la question de la présence des femmes, qui agit sur le monde, la société, la famille, le métier, etc. J'ai devant moi deux invités, un homme et une femme, ce qui veut dire que dans la franc-maçonnerie, il y a des hommes et des femmes. Ça ne pose pas des problèmes majeurs, cela? J'ai eu vent. Nous n'avons pas de problème majeur entre nous. Non, certainement. Mais j'ai eu vent de quelques dissensions à ce propos. Est-ce que vous pourriez expliquer la situation? Mais moi, je ne vais pas expliquer grand-chose. Il y a effectivement des femmes francs-maçons. Alors, vous voyez bien que je dis francs-maçons, parce que pour moi, je ne fais pas de distinction. Il y a des hommes, il y a des femmes francs-maçons. Donc vous ne dites pas franc-maçonne? Je ne dis pas franc-maçonne, je dis franc-maçon. Alors, effectivement, on l'a dit, les francs-maçons ne sont pas des personnes isolées. Le franc-maçon travaille dans une loge, un atelier, et donc avec d'autres. Alors, il y en a qui travaillent rien, des hommes qui travaillent rien qu'avec des hommes, des femmes qui travaillent qu'avec des femmes, des hommes et des femmes qui travaillent dans des groupes mixtes. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Quelle est la situation qui, pour vous, Françoise Decaux, est la meilleure? Et je poserai la même question à Marcel. Je ne dirais pas qu'il y en a une meilleure, il y en a une qui me convient. Voilà. Bien. Et moi, je suis très contente, je suis dans une obédience mixte et je suis très contente comme ça. Mais bon, d'autres se trouvent ailleurs, autrement, ils sont contents comme ça. Donc, obédience mixte, ce sont des ateliers qui regroupent des hommes et des femmes.
Et vous, Marcel Boldebal, votre vision de la question? Mais ma vision de la question, c'est, il y a, sinon une fausse vérité, il y a des fausses vérités. Il y a des faux secrets, il y a des fausses vérités. Une fausse vérité, c'est de croire que la maçonnerie est misogyne et qu'elle refuse les femmes. On a souvent accusé... C'est un préjugé. On a Ce souvent n'est pas stéréotype. tout à fait un préjugé ni un stéréotype, parce que Ça quand, le fut si on tout se à met fait. dans l'histoire, hein, voilà, si on se met les dans femmes, l'histoire. finalement, il n'y a qu'un peu plus d'un siècle que des femmes ont été... Je vais faire une petite pub au passage. La pensée et les hommes a consacré récemment 2 volumes à la question de la présence des femmes dans la maçonnerie. Et de façon intéressante, au XVIIIe siècle, c'est un peu la conclusion du volume. On peut dire il n'y a pas de femmes dans la franc-maçonnerie, mais il y a des femmes francs-maçons. Donc déjà depuis le XVIIIe siècle. Mais je vous rends la parole. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, contrairement aux préjugés que j'évoquais, la mixité existe en franc-maçonnerie. Et alors, celle à laquelle je crois, je pense, nous sommes peut-être tous les trois d'accord, c'est que cette mixité existe puisqu'il y a des loges uniquement féminines et des loges mixtes avec hommes et femmes, et qu'il y a des loges masculines. Il y a donc de la mixité. Il y a une mixité de ce que nous appelons les obédiences, c'est-à-dire les confédérations les organes régulateurs. Oui. Donc il y a 3 types possibles de maçonnerie. On peut aller chez les hommes, on peut aller chez les femmes, on peut aller chez les frères, chez les sœurs, et on peut aller chez les mixtes. Mais vous avez fait quel choix? Les hommes ou les mixtes? Je suis sinon incontournable, on ne peut pas m'accuser, je suis, pour des raisons historiques et sans le savoir, entré dans une loge masculine, l'obédience du Grand Orient de Belgique, et aux amis philanthropes qui a créé l'Université libre de Bruxelles, soit dit en passant, et qui a créé aussi la première loge, enfin, certains frères francs-maçons ont créé la première loge féminine en Belgique du droit humain. Mixte, pardon, excusez-moi. Le 45 du droit Lefebvre. Humain. Et par ailleurs, j'ai été pendant plus de 20 ans membre du droit humain en France, qui est une obédience mixte. Donc je suis pour la mixité des obédiences. Oui, double appartenance. Je suis pour la mixité des obédiences. En revanche, par rapport au débat que vous évoquiez, je suis tout à fait opposé, aujourd'hui, j'ai changé d'avis au fil du temps, avec le blanchiment de la barbe et de l'expérience, j'ai changé d'avis, je suis opposé à la mixification des loges monogenres. Je trouve qu'il y a une chance extraordinaire, c'est qu'on peut vivre les 3 expériences, et elles sont très différentes, puisque c'est un travail sur l'identité, et notamment inconsciemment sur l'identité sexuée. Je suis pour que l'on ne mixifie pas le Grand Orient, par exemple, qui est une ou la Grande Loge de masculine, parce que la revendication féministe qui voudrait faire ça est une revendication profane, qui vient du monde extérieur, qui ne tient pas compte du fait que la spécificité du travail maçonnique dans un atelier maçonnique, c'est un travail initiatique, c'est-à-dire où on travaille sur la personnalité, sur soi-même, et avec toutes ces dimensions, ce qui est très différent entre un atelier ou une loge maçonnique et un Rotary Club, un Service Club ou Kiwanis, par exemple. Vous vouliez ajouter quelque chose? Mais je voudrais ajouter, puisqu'on est en train de parler de mixité, de parler d'une autre mixité, qui me semble personnellement devoir amener plus de réflexion. Comme je l'ai dit, la mixité homme-femme, pour moi, n'est plus une question aujourd'hui. Mais c'est la mixité sociale et la mixité des âges. Alors, la mixité des âges d'abord. On est plutôt vieux en franc-maçonnerie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas beaucoup de jeunes et ça nous interpelle. Oui. Ça nous interpelle, je pense, et un peu beaucoup partout. de francs-maçons le regrettent qu'il y ait voilà, moins de jeunes qu'autrefois. Ça nous interpelle. Donc il y a cette question-là. Et alors la mixité sociale, parce qu'il faut, étant donné le système de recrutement, qui est un système par cooptation, il est évident qu'on va recruter des personnes qui sont généralement dans le même milieu ou dans son environnement. Social, intellectuel, culturel. Voilà. Et donc, la mixité sociale n'est pas, en tout cas de mon point de vue, n'est pas ce qu'elle pourrait être. Et là, je crois que nous avons aujourd'hui un combat à mener, je dirais plus qu'un combat de femmes et au des fond, hommes. le franc-maçon, la franc-maçonne moyen aujourd'hui, ben, c'est un universitaire, c'est une universitaire, un instituteur, une institutrice, quelqu'un qui a fait des études de graduat, mais il n'y a pas beaucoup
d'ouvriers ou d'ouvrières dans la maçonnerie, comme il n'y a pas beaucoup de grands chefs d'entreprise, de grands directeurs de banque, de personnalités de premier plan dans le monde alors ça, des affaires. c'est peut-être l'histoire des faux secrets. Oui. Il y a quand même des dirigeants d'entreprise. Mais ils le cachent. Ils le cachent. C'est-à-dire que je crois que proportionnellement au nombre de dirigeants d'entreprise... Ceux-là, ils sont plus secrets. Ils sont plus secrets. Pas nécessairement. Ils sont très discrets. Je crois que par rapport à la société, dans la société, il n'y a pas 25% de dirigeants d'entreprise. Non, et là, bien je sûr. pense qu'en franc-maçonnerie, on va retrouver peut-être bien la même proportion de francs-maçons dirigeants d'entreprise et de francs-maçons qui ne le sont pas Mais que pas dans la beaucoup, société. mais pas beaucoup d'ouvriers. Mais quand pas même. beaucoup. Et là, je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord. Et c'est là, je ne dis pas que tout le monde est universitaire, loin de là, mais certainement quand même un niveau d'instruction relativement élevé, avec des exceptions toujours. Bien sûr. Mais la proportion n'y est pas. Marcel Boldebagne. Mais, à contrario, je dirais que ça dépend aussi du contexte sociologique. C'est ma casquette là. Mais je citerai des cas concrets. Mon épouse, qui est ma sœur, et moi avons logé dans une famille extraordinaire d'un chauffeur de locomotive à Saintes, en Charente-Maritime. Nous avons logé chez un vigneron dans le Sancerre, excellent souvenir. Oui, ça, j'imagine bien que comme vous aimez le vin, c'était un très bon. Je savais Il y a bien que ça beaucoup vous de vignerons exciterait. francs-maçons, Sandrine, d'ailleurs. oui. Et donc, en tout cas, là, le chauffeur de locomotive, qui d'ailleurs a même été dans les hauts grades depuis en Belgique, et c'est possible. C'est-à-dire que dans certains milieux, notamment ruraux en France, ou alors dans d'autres pays où la structure sociale est moins rigide que chez nous, où la franc-maçonnerie est quand même un produit de la bourgeoisie, il y a un mixage social relativement plus développé, où l'on parvient, par exemple, aujourd'hui j'ai vu dans certains de mes ateliers, où on ne demande plus aux jeunes apprentis qui veulent faire progresser en maçonnerie, à faire des travaux écrits, séminaires et d'écriture, mais qui peuvent faire des peintures, des sculptures, et donc se trouver des travaux adaptés à leur culture. Mais ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'il n'y a pas de rejet de la part des loges à l'égard des personnes qui, par exemple, exercent une profession ouvrière, mais je pense que, vous le disiez, Françoise Decour, c'est peut-être que dans le monde ouvrier, on n'est pas très attiré par la maçonnerie. Je vais rejoindre également le problème jeune, moins jeune. En fait, notre société a fort évolué et aujourd'hui, nous avons dans la société énormément de sollicitations pour, je dirais, meubler nos temps libres. Bien sûr. Sollicitations de toutes sortes. Or, il faut reconnaître que pour devenir franc-maçon, on revient sur le secret, je crois qu'il faut être curieux. Il faut avoir une certaine curiosité et donc... D'ordre philosophique. D'ordre philosophique, d'ordre intellectuel, voilà. Et donc, avoir une curiosité, ça signifie satisfaire sa curiosité et prendre du temps pour satisfaire sa curiosité. Ça n'entre pas dans les schémas actuels de la société. Ce n'est pas le rythme dans lequel nos jeunes vivent. Quand on voit les jeunes qui sont sollicités, d'abord, ils travaillent, ils ont leurs enfants, mais aussi toutes les activités de détente, de loisirs, le sport et autres, il ne reste pas beaucoup de temps pour satisfaire une curiosité intellectuelle. Je voudrais vous poser une autre question, parce qu'elle est essentielle par rapport à la franc-maçonnerie. On accuse souvent les francs-maçons d'être des athées. On dit que la société maçonnique est une société de non-croyants, est une société d'athées. Est-ce que la définition que je vous en donne vous convient? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est juste? Marcel Boldeballe. C'est aussi fait partie des fausses vérités ou des faux préjugés qui règnent. Je pense que la maçonnerie n'est pas en soi athée. La maçonnerie est une fabrique d'église du protestantisme, comme disait le sérénissime grand maître Georges Bernard, patron de ma promotion, que j'ai bien connu. Georges Bernard disait c'est la fabrique d'église du protestantisme. La maçonnerie a été créée par des protestants. En Angleterre au début du XVIIIe siècle. Voilà, exactement. Et donc, il y a en maçonnerie les 3/4 dans le monde des francs-maçons
sont déistes ou théistes. Ils doivent croire en grand architecte de l'univers. Je parlais de notre société maçonnique en Belgique. Si vous permettez que j'y arrive, j'allais dire que par contre, en France et en Belgique, sur le continent, pour des raisons historiques et de type d'église catholique qu'on avait en face de nous, notamment, puisque la franc-maçonnerie était plutôt protestante, le libre examen est une notion protestante, et la franc-maçonnerie s'est développée dans un contexte sociologique où elle est devenue plutôt anticléricale. L'Université libre de Bruxelles a été créée par le vénérable loge de ma loge, les Amis Philanthropes. C'était un catholique, Théodore Verhagen, Saint Théodore, qui était un franc-maçon catholique anticlérical. Et donc c'est un préjugé, un stéréotype de croire qu'on est nécessairement athée. Simplement, et c'est pour ça qu'on a historiquement été excommunié par l'Église, c'est qu'on accepte toutes les religions. Il y a en franc-maçonnerie des bouddhistes, des juifs, des musulmans, des laïcs, des athées. Même des athées. Il y a surtout une majorité de laïcs, non, oui, Françoise Daucourt? Mais je dirais des athées, mais je reviens aux constitutions d'Anderson, pas des athées stupides. Ça veut dire qu'en fait... Ce sont des athées qui ont réfléchi. Voilà. Je pense que ce qu'il y a par rapport aujourd'hui dans nos sociétés, notre société, ce qu'on va trouver en franc-maçonnerie par rapport à ce qu'on trouve dans la société courante, ce sont des personnes qui s'interrogent. Et non pas des personnes qui, par convention familiale, sont catholiques mais sans s'être posées de questions, ou sont laïques sans s'être posées de questions, ou simplement sont dans la société de consommation et ne se posent pas de questions. Je crois que le franc-maçon se pose des questions et évolue. Et donc, et j'en connais beaucoup, qui ont été initiés laïcs, athées, et même peut-être laïcs enragés, je dirais, et qui ont évolué durant leur parcours maçonnique parce qu'ils se sont posés des questions et ont évolué vers une forme de déisme, de protestantisme libéral. Et l'inverse est vrai aussi. Mais je voudrais nuancer un peu ce que disait il y a quelques instants Françoise, c'est que ceux qui frappent à la porte du temple, c'est-à-dire qui cherchent à entrer, ne viennent pas nécessairement pour ce qu'elle a dit, à mon avis, pour y chercher une quête philosophique. Moi, d'après mon expérience, la majorité viennent y chercher de la fraternité. Un remembrement de soi, comme disait Jean Verdun, c'est-à-dire de la fraternité dans un monde de froid, insensible, de performance, etc. Un lieu où ils peuvent se sentir bien accueillis, etc. Et donc, ils viennent chercher de la fraternité. Où ils peuvent tout dire aussi, en sachant que ce qu'ils diront ne sera pas Ils ne le savent pas au moment où ils entrent. Ils ne savent pas au moment où ils entrent. Mais une fois qu'ils sont entrés, d'abord pendant un an, ils doivent se taire. Ils apprennent à s'écouter soi-même en écoutant les autres. Ça, c'est une excellente règle. Excellente règle. Deuxième chose, une fois qu'ils ont été écoutés, quand eux parleront, ils seront écoutés. Et donc, ils apprennent... Oui, ils seront écoutés et ce qu'ils ont dit ne sera pas répété à l'extérieur. Là, on revient au secret. On revient au secret. Et donc, c'est une découverte à travers du monde fraternel. Et la fraternité, c'est comme disait incidemment François, c'est ce qui permet alors d'évoluer. Moi, je suis entré par engagement laïque, je passe sur les détails de ma personne, et puis j'ai découvert tout à fait autre chose au fil du temps et par cette expérience. Et c'est au fil du temps que j'ai découvert les rites, les symboles, le perfectionnement et la spiritualité. Une spiritualité que je pouvais à la fois être matérialiste, croire au primat de la matière, et spiritualiste, croire à la primauté de l'esprit. Et ça, c'est mon expérience maçonnique. Je vais faire 5 secondes l'avocat du diable. J'entends dire, notamment dans les milieux laïcs, au fond, les francs-maçons, ce sont les calotins de la laïcité. Tout simplement parce que, vous venez de le dire, en franc-maçonnerie, on pratique des symboles, des rituels. Il y a quelque chose d'un petit peu religieux, là, dans cette pratique. Oui, Françoise Daucourt. Qu'est-ce qu'on appelle religieux? Voilà. Alors, ce qui tisse le lien à partir des rites. Ce qui relie. Ce qui relie. Ce qui relie. Voilà. La religion, on est retombé sur la reliance. C'est un cas particulier de reliance qui implique une transcendance. Mais il y a une transcendance dans la maçonnerie, philosophiquement parlant et sociologiquement parlant. Et cette transcendance, au lieu de venir d'en haut, elle vient d'en bas. Elle est immanente.
Et il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif, l'égrégore dans notre jargon, l'égrégore du groupe, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vivent dans un atelier en travail il se passe quelque chose qui est plus que la somme des individus dans ce groupe. Et ça, c'est la transcendance immanente et la base de notre spiritualité basée sur la fraternité. Et c'est des choses qu'on découvre. Je doute beaucoup que les gens entrent pour cela. Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais il est en train, je pense, de petit à petit découvrir un certain nombre de secrets ou de choses qui ne sont pas faciles. Mais je voudrais revenir sur les motivations. Oui. Je crois qu'il y a autant de motivation que de francs-maçons. J'ai parlé de la curiosité. Ce n'est pas une mauvaise motivation, la curiosité. Il y a aussi le besoin de fraternité, Marcel l'a dit. Il y a aussi certains qui s'engagent parce qu'ils veulent plus de justice sociale. Ils veulent plus d'une société... Ça, il y a les partis, les syndicats pour ça. Oui, mais ceux qui font cette démarche et qui vont vers la franc-maçonnerie, c'est peut-être souvent parce qu'ils ont été déçus par les partis ou les syndicats, parce que des idées trop monolithes. Trop figées. Trop figées, trop monolithes. Et donc, il y en a qui arrivent en disant, je cherche à trouver une société où je trouverai des hommes et des femmes qui vont lutter comme moi. Et je vais trouver... Comme moi, en toute liberté, voilà. Sans être imposé par les impératifs, les directives d'un parti et d'un syndicat. Je vous remercie l'un et l'autre pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Maintenant, je vais me livrer à un exercice difficile, c'est de lire les titres des 5 volumes Marcel Boldebal qui ont constitué le point de réflexion de notre émission d'aujourd'hui. Les 7 piliers de la reliance maçonnique aux éditions Logos, éditions du Grand Orient de Belgique, l'initiation maçonnique à partir et au-delà du secret, à Paris, aux éditions de Trad, dans l'encyclopédie maçonnique de France, la fraternité maçonnique, aux éditions de Trad, la franc-maçonnerie porte du devenir un laboratoire d'Orléans, et puis chez Dervy à Paris, un ouvrage de confrontation entre Jacques Fontaine et vous, sur le thème « La franc-maçonnerie en débat », paroles croisées de 2 frères. Je suis arrivé à la fin de ma liste. Merci beaucoup pour votre participation à notre émission. Merci beaucoup, ça a passé tellement vite. Ah oui, ça passe toujours très vite. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.